merci d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Nous sommes très très heureux de voir que la salle est pleine. Alors donc je vous présente mes invités, Michel Tonini qui est astronaute et plombier de l'espace parce que c'est très important. Réparateur de satellites, mais il l'expliquera mieux que moi. Et Jeanne Morel qui est danseuse en milieu extrême et notamment en impesanteur. Voilà, elle nous expliquera aussi. Alors, en fait, la première question qui se pose, c'est Michel, comment est-ce qu'on devient astronaute? Et on sait que tu as volé 2 fois. Et quelles étaient ces missions? Alors, j'ai été d'abord, comme formation, j'ai fait pilote de chasse après avoir fait l'école de l'air. J'étais pilote dans des Mirages, avions Mirage. Après, j'étais pilote d'essai après une école en Angleterre. Et après, j'étais sélectionné pour être astronaute, particulièrement pour être pilote de la navette Hermès qui aurait dû décoller sur Ariane 5, qui n'a jamais décollé. Donc j'ai fait un vol avec les Russes, puis après j'ai fait un vol avec les Américains, et après j'étais directeur du centre des astronautes à Cologne. D'accord. Et j'ai fait 2 missions, une avec les Russes, une avec les Américains. Et c'était en quelle année? 92 et 99. Okay. Certains n'étaient pas nés, mais 92, j'ai vu. 92 et 99. Jeanne n'était pas né, je pense. Presque. Et combien de temps ont duré ces missions? C'était des missions dans l'ISS de 6 mois? Alors la première mission, c'était la mission Soyouz et la station Mir qui a duré 14 jours. Et la deuxième mission, c'était sur la navette spatiale Columbia qui a duré 5 jours. Donc 19 jours dans l'espace. 19 jours dans l'espace. Et est-ce que tu as fait des sorties extravéhiculaires? J'ai pas fait les sorties. J'aurais dû faire une sortie avec les Américains en cas de panne. Donc j'ai fait tout l'entraînement en sortie. Et j'ai fait l'entraînement en sortie avec les Russes. Parce que j'étais backup de Jean-Luc qui avait une sortie extravéhiculaire. Donc j'ai fait le scaphandre russe et le scaphandre américain. Mais finalement, mais je suis pas sorti. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Parce qu'il n'y a pas eu de problème. Voilà. Il y a eu des problèmes, mais pas les bons problèmes qui m'auraient obligé à sortir. Donc je suis resté à l'intérieur au chaud. Au chaud. Au chaud dans les conditions quand même assez drastiques de l'espace. Jeanne, comment est-ce qu'on devient danseuse en milieu extrême? Parce que quand même, danseuse, on voit à peu près. Mais comment on en arrive à travailler dans des milieux extrêmes? Et quels milieux extrêmes surtout? J'ai toujours dansé donc en montagne, en forêt. Enfin, depuis que je suis toute petite, ça m'aidait à vaincre ma timidité et puis à me connecter à plus grand que moi, à mes émotions aussi. Et je crois qu'on est tous danseurs sur cette planète-là. Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil et peut-être qu'on est tous des danseurs dans ce système solaire. Après, j'ai beaucoup travaillé en haute montagne, j'ai travaillé sous la mer. J'avais besoin de me connecter à cette planète-là et puis peut-être de plus tout le temps être sur la scène, d'être seule aussi un peu et de trouver ma place ici. Et puis c'est par la danse c'est par ce langage-là que ça s'est fait. Et de fil en aiguille, j'ai été appelée par le CNES, le Centre national d'études spatiales, et depuis 2016, je travaille en apesanteur. Et alors, comment on travaille en apesanteur quand on n'est pas astronaute? Comment ça se passe? Je ne suis pas astronaute du tout. Comment ça se passe? Comment on se prépare? Et dans quelles conditions? Il y a des vols 0G, mais comment ça se fait? C'est un avion qui fait une manœuvre parabolique, c'est-à-dire qu'on fait une manœuvre comme ça, on fait 2 fois notre poids, on est en 2G, et puis on bascule en 0G, donc on ne sent plus son propre poids pendant 22 secondes. Et on refait 2 fois notre poids, et c'est 31 paraboles. 22 secondes, c'est long en réalité quand on expérimente quelque chose qu'on n'a jamais vécu. On s'y prépare comme on peut. Moi, j'avais très peur avant mon premier vol et je me suis beaucoup préparée sous l'eau. J'ai fait beaucoup d'apnée, mais ça n'a rien à voir. Et beaucoup de méditation aussi. Mais je me suis rendu compte que l'eau avait un poids, enfin qu'on s'appuyait sur l'eau pour nager, pour sortir. Et là, on perd notre poids en gardant notre corps. C'est un réel envol et moi, mon premier vol a changé ma vie. Dans quel sens? Je crois que j'ai perdu le poids que j'avais sur les épaules aussi. C'est un peu anecdotique, mais je viens de la danse, le centre de gravité, le fait d'avoir un corps normé, de devoir se mouvoir d'une certaine manière, de subir la gravité. Finalement, c'était difficile parfois. Et puis le fait de ne plus peser, c'est un peu comme dans un rêve. Ça remet en question tout ce qu'on est, tout ce qu'on connaît, tous les codes, les dictats sociaux aussi.
Et puis à la fois, c'est tout réapprendre dans un nouveau milieu, et réapprendre à danser, et réapprendre un peu à vivre aussi pour moi. Et du coup, toi, Michel, quand tu as préparé tes vols, est-ce que tu as fait des vols 0G pour t'entraîner à l'apesanteur que tu allais vivre dans l'espace? Oui, on avait chez les Russes des vols en apesanteur pour s'entraîner à mettre le scaphandre, le scaphandre IVA interne, et l'enlever, ou le scaphandre de sortie extravéhiculaire, et faire certaines opérations. Donc on faisait un vol tous les 2 mois, tous les 3 mois environ, avec l'avion russe. Et chez les Américains, ils ont un avion également, un KC-135 assez grand. Moi j'ai essayé le tapis roulant de la station spatiale dans l'avion 0G, donc j'en ai fait pas mal aussi. Donc en fait, quand tu as volé dans l'espace, tu savais déjà, oui. tu avais déjà dans ton corps la sensation d'impesanteur. Tu n'as pas découvert ça directement dans l'espace. J'avais ça, et je me souviens que quand j'ai fait mon premier vol en Soyouz, on était deux débutants et puis un commandant de bord qui avait déjà volé 4 fois. Et lorsqu'on était dans l'espace, lorsque le moteur s'est arrêté, on était en apesanteur. Et au bout de 30 secondes, j'ai dit à mon collègue, là, maintenant, c'est pas du vol en apesanteur, c'est pas du vol 0G. Maintenant, c'est le vrai 0G. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'impesanteur d'un avion 0G et l'impesanteur de l'espace? Non, c'est la même, sauf le temps, comme tu disais, le temps 22 secondes, c'est limité. Nous, au bout de 30 secondes, on continue et ça dure des jours et des jours. 19 jours. 19 jours, voilà. 19 jours en tout. 19 jours. Okay. Et du coup, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à vraiment préparer tes missions par rapport à des astronautes qui n'auraient pas fait de vol en impesanteur avant de partir? Alors oui, ça aide bien sûr, parce que c'est quand même un élément important, et de faire le maximum de préparation avant le vol permet de déstresser par rapport aux choses qu'on va rencontrer, parce qu'on va rencontrer d'autres choses qu'on peut pas simuler à 100%, comme le mal de l'espace, comme la montée des liquides vers le haut, la tête qui va gonfler, les jambes qui vont diminuer, la perte osseuse, le cœur qui va se rétrécir. Tout ça, c'est des changements qui vont se faire qu'on ne peut pas vraiment simuler au sol. Donc, l'apesanteur, ça aide un petit peu à déstresser sur le vol. Oui, et à se concentrer sur vraiment... Et je pense que tous ceux qui sont dans l'espace ont fait un vol en apesanteur avant. Et du coup, toi, Jeanne, avant d'aller de faire des vols 0G, est-ce que tu avais déjà dansé sous l'eau, par exemple? Et du coup, est-ce que tu t'es dit, je vais essayer de travailler de la même manière en 0G que sous l'eau? Et comment est-ce que tu t'es préparé à un vol en impesanteur où, par définition, ton poids disparaît, mais pas ta masse? Oui. En réalité, je crois que c'est hyper important de parler de préparation. On n'est pas préparé à ça, et encore moins à partir dans l'espace. Et c'est ce moment-là, je crois, qui est crucial, en tout cas pour moi, qui avait peur, comme je vous le disais. Quand le CNES m'a appelée, j'étais très contente. Et puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'y vais pas? En fait, moi, j'aime pas trop l'avion. Est-ce que je suis lâche et j'y vais pas? Et puis c'est pas grave. Ou est-ce que je me prépare et j'y vais? Et donc cette préparation-là, elle était physique, bien sûr sous l'eau. J'avais déjà dansé sous l'eau, mais elle était beaucoup mentale en fait. Je crois que c'était surtout vaincre la peur, et oui, par la méditation, par la danse, par plein de méthodes, par le fait de regarder le ciel et de se dire que c'est pas si terrible que ça de regarder des avions. Mais en effet, il fallait ce temps de préparation, et j'en ai beaucoup parlé avec Jean-François Clairvoy qui est astronaute aussi, et qui m'a dit, mais nous en tant qu'astronaute, on y va quand on est prêt en fait. Et c'était la même démarche pour toi, psychologique, mais en termes de corps. Comment on prépare son corps à un environnement qui, par définition, on ne peut pas connaître, puisqu'on est sur une planète et qu'il y a une gravité? Oui. En fait, comme ça n'existe pas dans notre quotidien, on peut difficilement s'y préparer vraiment. Mais c'est vrai que l'eau m'a aidée, alors que, comme je disais, ça n'a rien à voir en réalité, mais ça m'a aidée à préparer mon corps. Après, j'ai jamais reproduit des mouvements que je fais sur la terre ou que j'ai fait sous l'eau. C'est pas une démarche qui m'intéresse tellement dans la danse en général. J'aime m'imprégner de l'endroit dans lequel je suis et du hasard. Du hasard. J'aime intégrer mon corps à l'environnement, à mes émotions, au moment présent, pour que tout à l'heure Xavier parlait de sens dans l'art. Moi, je cherche l'essence aussi de la danse, et je crois que cette essence-là, elle se trouve au moment où on réalise quelque chose. Si on prépare trop en amont, on perd un peu l'essence et le goût en fait de cet instant si précieux. Et comment, en tant que danseuse, une danseuse utilise la gravitation et du coup, comment, en tant que danseuse, on appréhende ce milieu dans lequel on arrive, où il n'y a pas
de gravitation? Comment se passe? Parce que du coup, les pieds sont hors du sol par définition. Ça, c'est un peu un rêve quand même, parce qu'on essaie toujours d'avoir un peu les pieds hors du sol quand on danse, enfin de sauter. Mais je crois qu'il faut se laisser aller, en fait. Il faut se dire qu'on maîtrise plus, et c'est par cette non-maîtrise qu'on commence à maîtriser ce nouvel environnement. Et c'est ça qui est passionnant. On oublie peut-être un peu qu'on est danseur ou danseuse, et puis comme je le disais, moi je crois qu'on est un peu tous danseurs à notre manière. En fait, on n'est pas obligé de savoir danser pour danser, et cet élément-là est fantastique pour ça aussi. Je travaille aussi avec des personnes en situation de handicap. Tu disais tout à l'heure, Michel, que tu vas voler avec des personnes en situation de handicap. C'est assez merveilleux, cet endroit où tout d'un coup, peu importe le corps qu'on a, il a le droit de danser. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Et là où on peut faire vraiment le lien entre vos deux activités, c'est que toi, tu travailles aussi sur des chorégraphies, sur des mouvements, etc. Et Michel, dans votre entraînement d'astronaute, tous les astronautes répètent des mêmes gestes, notamment pour justement répéter les réparations qu'il peut y avoir sur les stations. En termes d'entraînement, est-ce que toi, tu vois une chorégraphie quelque part dans les entraînements que tu as pu avoir en piscine, notamment pour essayer d'être au plus proche des sorties extravéhiculaires que tu aurais pu faire dans l'espace? Alors nous, l'entraînement, c'est la survie. Donc nous, on s'entraîne déjà à toutes les pannes qu'on a au décollage, surtout en Soyouz. Donc c'est une chorégraphie à 3 personnes. Hein. Il y a celui qui est au milieu, c'est le commandant de bord, qui va avoir la vision globale du Soyouz et également les manœuvres de rendez-vous. Celui qui est à gauche est responsable des moteurs et également toute la cinématique des delta V, enfin du rapprochement ou bien de la descente vers la Terre. Et à droite, je m'occupe de la navigation, des radios, des phares, etc. Donc il y a une chorégraphie. Et quand il y a une panne grave, par exemple, chacun doit avoir une action à faire et il faut la faire synchroniser. Donc c'est la chorégraphie qu'on utilise et on se répète. Hein, c'est des séances qui vont durer 6 heures à 7 heures par jour, une fois par semaine, en scaphandre, dans le Soyouz. Donc c'est un petit peu éprouvant. Après, il y a la chorégraphie en sortie extravéhiculaire parce que nous sortons à 2. On est sorti une fois à 3, mais enfin normalement c'est à 2 personnes parce que en cas de secours, hein, comme en plongée, si quelqu'un a un problème, le deuxième va le ramener, celui qui est défaillant. Et c'est arrivé il y a pas très longtemps, il y a un gars qui a failli se noyer dans son scaphandre. Le système d'eau s'est rempli. L'astronaute italien qui a failli se noyer dans l'espace. Donc il faut le ramener d'urgence. Et donc on répète toutes ces actions-là, bien sûr. Et donc on s'entraîne en piscine pour le faire. Alors la piscine, c'est vrai que c'est pas vraiment la pesanteur, mais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour simuler à peu près, alors les Russes disaient à 85% de similitude avec l'espace. Et c'est vrai que si on va doucement dans la piscine, en gros scaphandre, le scaphandre il fait quand même 200 ou 300 kilos, donc il faut quand même sans l'eau, sans la poussée d'Archimède, on ne pourrait pas le tenir. Mais il y a 100 kilos de scaphandre, 100 kilos de poids et 100 kilos du corps humain. Donc ça fait à peu près 300 kilos. Donc il faut y aller tout doucement. Et c'est vrai que si on va trop vite, par exemple, quand on pousse son scaphandre et qu'on va trop vite, il faut arrêter 300 kilos quand même. Hein, ah oui, il faut freiner après. Donc il faut faire attention. Il faut dire que dès qu'on fait une impulsion, il faut l'arrêter dans un sens. Et après, c'est vrai que on peut tricher en piscine, qu'on peut pas tricher dans l'espace. C'est-à-dire que dans mon scaphandre, quand je respirais un petit peu, je modifiais un petit peu la balance du scaphandre, et le scaphandre remontait. Dans l'espace, ça fait rien. Ou ce que je faisais, et ce que les Russes me disputaient beaucoup, c'est que je donnais des petits coups de pied comme ça pour monter. Ils disaient, attention Michel, dans l'espace, ça marchera pas. Tu peux pas nager. Tu peux pas t'appuyer sur de l'air qui n'existe pas. Pas de battement. D'ailleurs, en 0G, souvent les primo-volants nagent. Ouais. Essaie d'effectuer des mouvements de nage et en fait ça fonctionne pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'eau, moi, m'a beaucoup aidée quand même si je dis que ça n'a rien à voir parce que vraiment je m'étais dit ce sera comme ça. Et non, c'est tellement nouveau, tellement incongru. Mais ça m'a beaucoup aidé quand même à réussir à se défaire de la gravité terrestre. Oui. Alors, je sais, Jeanne, que tu ne fais pas que danser dans les vols 0G, tu mêles aussi la danse et les sciences. Comment est-ce que ça se concrétise? Comment tu travailles avec les scientifiques et les ingénieurs? Moi, je travaille en binôme déjà avec mon conjoint et mon associé qui s'appelle Paul Marlier, qui était architecte à la base, mais qui fait beaucoup d'art numérique et c'est quelqu'un qui code, qui est très intéressé par la science aussi et qui a toujours placé des capteurs sur mon corps et mon cerveau, enfin mon crâne, lorsque je danse dans des milieux extrêmes. Et donc je travaille avec Paul, mais aussi avec des chercheurs du CNRS pour étudier en fait ces données. Ça, c'est généré par mes pensées, on va dire, en impesanteur. Donc on est dans cet avion qui est souvent piloté par Thomas et en même temps... Thomas Pesquet. Oui. Comment en fait on peut
imprimer la légèreté, comment on peut rendre pérenne cette totale immatérialité du corps dans un moment de non-poids. Ça m'intéresse beaucoup d'essayer de faire un espèce de mausolée en fait de ces émotions-là. Ça, c'est ces visuels-là, donc c'est généré par les capteurs cérébraux. Bien sûr, c'est retravaillé. On est artiste, on n'est absolument pas scientifique. On travaille avec le CNRS et avec le CNES. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en faire un tableau mouvant pour garder cet instant de légèreté dans un monde de plus en plus grave. Ça m'intéresse beaucoup de parler de légèreté, de fragilité aussi. Ça, c'est l'empreinte d'une danse en montagne. J'ai plus besoin d'y être. J'y suis allée. Et il reste en fait l'empreinte de cette émotion dansée. Je crois qu'on a le droit d'être fragile, de parler de notre fragilité à nous en tant qu'être humain, de fragilité de la terre et puis à la fois de la force qui en découle. Et j'aime à chercher les traces de ce qu'on ne voit pas, mais qui existent, je crois. Ça, c'est sous l'eau, par exemple. Les traces qu'on tisse dans nos vies, les empreintes qu'on laisse sur la terre. Les empreintes, là, elles sont créées par les capteurs que j'ai sur le corps. Donc, c'est un dialogue entre mon mouvement et l'empreinte de mon mouvement. Et tout est enregistré et ensuite travaillé numériquement. Oui. Pour créer des œuvres qui peuvent être diffusées ensuite dans des lieux, c'est ça, d'exposition? Oui, c'est des très grands formats en réalité. Hein. C'est immersif. En fait, c'est pour essayer d'emmener chacun dans cette légèreté-là qui me semble nécessaire. Et là, c'est Jean-François Clairvoy, ton collègue, oui. Le parrain de nos recherches. Oui, c'est comment, en fait, on arrive à parler de cette émotion. En réalité, après mon premier vol, on m'a dit, mais il faut que tu fasses un spectacle, et ça, c'est sur les volcans. Que tu voles avec des filins. Mais ça me semblait tellement moins honnête que ce que j'avais vécu, en fait. Il fallait que je parle d'émotion et que je laisse les gens s'immerger dedans. C'est important pour moi de me retrouver dans ce genre de situation et oui, de parler de cette légèreté et puis de gravité aussi, parce que finalement, c'est bien la gravité, pas la gravité grave, plutôt celle qui nous attache à la terre. En réalité, quand on est triste, on se met en boule, on se couche, on retrouve le contact avec la gravité. Elle est importante pour moi et j'en avais pas tellement conscience avant de la perdre. Merci beaucoup. Alors toi, Michel, je sais que la culture a une grande place dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire si tu as emmené des éléments culturels lors de tes vols, que ce soit des livres, des films, de la musique? Moi, je connais la réponse, bien entendu, mais je sais que tu as partagé des choses dans l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le premier vol, c'était en 92 et je volais on est monté avec on était 3 pour monter dans le Soyouz. 2 personnes nous attendaient là-haut, donc on était 4 Russes et moi. J'ai dit, si j'amène un film compliqué en français, je ne vais pas traduire tout le film en russe. Parce qu'il y avait que des Russes? Il n'y avait que des Russes et moi. Donc, j'ai pris le Grand Bleu. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, tout ça allait bien. Mais donc, j'ai amené le Grand Bleu là-haut. Et en plus, j'avais pas vu le film, mais j'ai découvert là-haut. Mais les Russes ont beaucoup aimé. Et le Grand Bleu, c'est encore le parallèle qu'il y a entre l'eau et puis l'apesanteur. C'était très, très bien. Ils ont compris l'image, ils ont compris le sens du film. C'était vraiment très, très bien. On l'a fait. Et après, j'ai amené de la musique parce que les Russes écoutent beaucoup de musique. Ils écoutent particulièrement du Vysotsky. Alors, Vysotsky, ce serait un hybride entre Jacques Brel et un peu comme avec une voix très forte, hein, c'est un des maris de Marina Vladi, une voix très très forte, une voix cassée comme ça. Et on adorait ça. C'est très mélodieux et il y a ce côté rocailleux avec de la voix cassée plus la mélodie qui est derrière qui va très très bien. Ils écoutaient ça à longueur de journée. Et moi j'avais amené Enigma. Alors pourquoi j'ai amené Enigma? Parce que à l'époque, en 92, c'était la seule musique un peu spatiale que j'avais trouvée. Et ils ont beaucoup aimé Enigma. Encore une fois, il n'y a pas trop de mots. Il y a des mots, c'est des chants georgiens qui sont dedans, ou des choses comme ça. Et j'ai une histoire. Moi, je pourrais raconter tout à l'heure l'histoire.
Maintenant, alors maintenant. Ah bah maintenant, Donc, c'est le moment. alors, c'est pas un secret parce que j'ai eu beaucoup d'anecdotes avec mon premier vol. Et l'une des anecdotes, c'est que lorsqu'on quitte la station, donc quand on quitte la station Mir, c'est des moments douloureux parce que l'équipage avec qui, moi je suis venu avec un nouveau Soyouz avec un équipage de 2 personnes qui sont restés dans la station et moi je rentrais au sol avec les 2 qui avaient passé 6 mois dans l'espace. Donc, juste, excuse-moi, en fait, il y a la station Mir oui. et Soyouz, c'est le vaisseau pour y arriver. C'est le vaisseau. Voilà. C'est le vaisseau. C'est un petit vaisseau. Alors c'est pas grand. Hein, c'est 3 mètres cubes. Hein, donc vous voyez, imaginez-vous une Clio à 3 de front en scaphandre. C'est pas la Clio de l'espace. C'est la Clio de l'espace. C'est la Clio de l'espace qui marche encore toujours d'ailleurs. Et donc on quitte, on met le scaphandre et puis on quitte, on va dans le Soyouz. C'est des moments d'émotion parce qu'on espère qu'on va rentrer vivant, mais on n'est pas sûr. Hein. Il y a 2 phases délicates qui sont le décollage et l'atterrissage. Et on quitte le vaisseau et puis à un moment donné, vous savez, entre le moment où on quitte la station et dans le vaisseau, il faut attendre l'orbite de référence qui va se poser au Kazakhstan. Il y a une grande steppe du Kazakhstan qui fait 400 km par 400 km, donc c'est assez grand. On risque pas de tomber sur une ville ou sur un clocher. Et il y a un certain temps avant qu'on quitte le vaisseau et avant qu'on se sépare. Et à un moment donné, on se sépare et puis on fait toutes les vérifications des ordinateurs, tout marche bien. Les moteurs sont en pression, tout va très bien. Le vaisseau, la pressurisation est très bien. On est prêt à rentrer au sol. On fait un discours d'adieu, enfin pas d'adieu, mais de rentrée au responsable de la Cité des Étoiles. Et puis il y a un grand blanc qui va durer un quart d'heure avant qu'on rentre dans la phase de freinage. Et donc, on n'entend rien. Imaginez-vous, vous êtes dans le nuit noir, donc c'est le noir complet, et il n'y a plus rien. Vous êtes assis dans votre scaphandre, comme ça, vous êtes recroquevillé dans votre scaphandre, vous attendez. Et là, tout le monde a parlé, les speeches sont finis, il faut attendre. Et puis là, le commandant de bord qui était dans la station me lance la musique d'Enigma dans les ondes. Donc vous n'entendez rien. Tout d'un coup, le morceau choisi d'Enigma commence à sortir. Et là, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vrai que dans ces vols et dans ces expériences, il y a un partage d'émotions, hein, comme tu le disais, l'émotion de la danse, le côté émotionnel qui vous marque à vie. Et c'est pour ça que j'ai souvent aux gens de ne pas abandonner leurs émotions. Moi j'étais dans un domaine un peu trop rigide où le pilote il fait un décollage, il faut une checklist vraiment très rigide. J'ai fait ça toute ma vie. Et c'est vrai qu'on a du mal à lâcher prise. Et le lâcher prise est important. Et c'est vrai que dans ce vol, pourtant nous sommes astronautes et on est vraiment très précis. Mais il y a des moments où ces gens-là sont tellement forts, ceux qui étaient avec moi, qu'ils ont réussi à lâcher prise pour m'envoyer cette musique-là. C'était pas du tout prévu et ils l'ont fait quand même. Donc des moments où je me souviens toute ma vie. Donc là, c'est un moment où on pleure un peu et vous avez les larmes en apesanteur qui commencent à partir à l'horizontale dans l'œil, comme ça. Et donc c'est important. Et surtout quand tu as dit very slowly, on a 28 000 km à l'heure, mais very slowly. Donc c'est du slow relatif, mais c'est des moments qui comptent énormément. C'est merveilleux. Incroyable. Merci pour cette expérience, hein, vraiment. Et du coup, c'est intéressant ce travail sur les émotions parce que j'imagine qu'une danseuse travaille avec les émotions aussi. Et du coup, est-ce qu'en impesanteur, tu as ressenti une émotion particulière la première fois que tu as ressenti l'impesanteur? Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un peu lâché le poids que je portais sur mes épaules. Et puis c'est une émotion tellement libératrice et en même temps beaucoup de peur, mais très succincte en fait. Lors de la première parabole, c'est-à-dire qu'on est couché, il faut se coucher, il faut faire attention de ne pas bouger les yeux. Comment tu disais que ça s'appelle? Nystagmus oculaire. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas bouger la tête quand on est en phase de 2G, sinon on vomit. Alors je confirme, on vomit quand on bouge la tête en phase de 2G. Fois. Faut pas faire ça, ne faites pas ça. Et donc il faut même pas bouger les yeux parce que vraiment ça donne un tournis très très fort. Donc moi j'étais très concentrée, j'avais attaché mon doudou derrière moi, il a volé. J'étais très concentrée, j'étais couchée comme ça, je fixais le plafond et puis tout d'un coup on ressent ce décollage en fait du corps et je me disais mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis déjà en train de voler? Je savais plus où était mon corps et ça a été une peur, une terreur si succincte, en fait peut-être 2 secondes de me dire mais je suis où? Est-ce que je suis morte? Est-ce que mon corps existe? Est-ce que je suis là? Et en réalité non, ça a duré si peu de temps parce que la libération elle est formidable et c'est pas un voyage astral, c'est pas une expérience holistique, mais il y a quelque chose de légèreté intense qui arrive très vite en fait. Donc oui, l'émotion elle est tout d'abord un inconnu total
qui se transforme en waouh, mais profitons de ce qui nous est offert. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a le tourisme spatial se développe. Je sais que tu n'aimes pas ce terme, on y viendra. Mais du coup, il y a des tas de gens qui ne sont pas astronautes, qui ne sont pas formés pour des grands voyages et des grands séjours dans l'espace de 6 mois, mais qui vont voler pendant quelques minutes ou quelques heures. Et comment du coup ça peut mener à plus d'inclusivité aussi dans les vols spatiaux, parce que pour l'instant les vols spatiaux c'est vraiment réservé à une élite de gens qui sont des militaires ou pas des grands sportifs, mais en tout cas faut avoir vraiment une endurance et une santé de fer. Et là ça se démocratise un petit peu. Et du coup toi en tant que danseuse, comment tu peux témoigner du fait que le tourisme spatial peut mener à plus d'inclusivité dans cette activité? Je suis assez d'accord avec Michel, j'aime pas trop le terme. Alors, pourquoi? Tourisme spatial. Non, mais en fait, j'aime bien parler de quête, moi, dans mon travail, plus que de conquête spatiale. C'est une quête que j'essaie de mener, et je crois que c'est une quête qui nous appartient à tous, qui que nous soyons où que nous soyons sur la Terre. Ce ciel, c'est un peu le palimpseste par excellence, c'est là où volent nos souhaits, nos prières, peu importe nos cultures, nos religions. Enfin, il y a quelque chose de très inclusif, si on peut utiliser ce terme, en tout cas d'universel dans ce ciel-là, dans le fait de regarder une étoile filante, dans le fait de souhaiter quelque chose, de prier, enfin, peu importe comment on appelle ça. Et j'aime parler de quête parce que je crois que voilà, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Ensuite, est-ce qu'on peut, oui, par mon expérience. Alors après, c'est vrai que quand même, avant de voler, au-delà de la méditation et de la piscine, il y a quand même beaucoup de checks médicaux. On fait quand même attention à ce que notre cœur fonctionne bien. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs examens. Mais au-delà de ça, moi qui travaille avec des personnes en situation de handicap, je crois que c'est intéressant de se dire comment est-ce qu'on peut emmener plus de gens, mais est-ce qu'on est obligé de quitter Terre en fait pour trouver cette légèreté? Est-ce qu'on est obligé de tous aller dans l'espace? Je sais pas. En tout cas, ce serait intéressant, oui, que plus de gens puissent expérimenter cette nécessaire légèreté de l'être, et de quelle manière, je ne sais pas, mais je crois que oui, ça peut être donné à aussi des personnes moins qualifiées, mais à la fois, je crois que c'est important que ça reste quelque chose, peut-être pour les chercheurs, enfin, c'est de l'exploration, et moi, j'aime pas trop parler de conquête, mais j'aime bien parler d'exploration, et elle est nécessaire, cette exploration-là. Après, je crois qu'on n'a pas à tous partir d'ici, enfin, on vient d'ici quand même, et c'est important d'y rester. Et du coup, Michel, avec donc cette démocratisation de ce qu'on appelle le tourisme spatial, comment tu vois ça, toi, déjà, en tant qu'astronaute professionnel? Et ensuite, est-ce que ça permettra peut-être, je sais pas, à des artistes d'aller dans l'espace, même s'ils ne sont pas astronautes, pour apporter quelque chose d'autre et aller voir eux aussi? Enfin voilà, c'est quand même une frontière à aller explorer, et des artistes pourront peut-être nous présenter leur vision du monde, justement en le quittant, même provisoirement. Comment tu vois tout ça? Alors le premier touriste qu'on appelle participant payant, parce qu'ils ont quand même un entraînement, ce sont des gens, les premiers qui ont une bonne fortune, qui sont millionnaires ou presque milliardaires, et qui vont donner une partie de leurs économies pour faire un vol spatial. Le premier vol que j'ai vu, c'était Neuilly Tito, il a payé 21 millions son vol. Donc il sacrifie sa vie, il risque de mourir, mais en payant en plus. Donc c'est quand même, vous payez votre cercueil éventuellement. Mais ce gars-là aurait voulu être astronaute étant plus jeune. Il a fait toutes les études pour être astronaute. Il a fait le MIT, il a fait du sport. Il voulait vraiment. Et puis il a pas réussi, donc il a monté une boîte d'électronique aux États-Unis. Il est devenu milliardaire rapidement. Et avec cet argent, il a demandé à payer des vols. Les Américains ne voulaient pas. Il a demandé aux Russes. Les Russes n'ont pas voulu. Il a demandé pendant 20 ans ou 30 ans aux Russes. Et puis, comme l'économie commence à descendre en Russie, les Russes ont accepté son paiement. Il a payé 21 millions pour son vol, et derrière lui, 6 autres ont volé avec les Russes. Et après, maintenant, il y a les missions SpaceX avec Elon Musk, qui fait également des vols de passagers, comme le vol qui s'est posé hier, avec des gens qui payent leur vol, mais ça peut être soit des privés, soit des États. Par exemple, dans le vol qui s'est posé hier, il y avait un Suédois payé par le gouvernement de Suède, l'Italien était payé par l'armée de l'air italienne. Donc chaque participant avait un financement, pas forcément privé, ça peut être aussi étatique, mais différent. Donc ce sont une nouvelle forme d'astronautes. Donc au départ, il y avait des pilotes, que des pilotes de chasse, comme moi. Après, il y a eu des pilotes de chasse
pilotes d'essai et des ingénieurs. Donc c'était Comme Thomas Pesquet, par exemple. Comme Pesquet, voilà. Et maintenant, quand j'ai recruté les astronautes de Pesquet, il y avait un tiers pilote, un tiers ingénieur, un tiers scientifique. Et maintenant, il y a cette quatrième donnée de personnes qui sont des artistes. Et je le connais très bien parce que je me souviens d'une fois, j'avais une conférence, il y avait Buzz Aldrin qui était sur la Lune, et à côté, il y avait cette femme iranienne qui avait payé son vol, qui était un passager privé. Eh bien, tous les deux avaient une façon différente d'expliquer ce qu'ils avaient ressenti, et tous les deux avaient des choses qui étaient intéressantes et qui pouvaient susciter l'émotion chez les spectateurs, qui étaient différentes. Nous, on a un peu ce côté, on va rentrer dans le détail du boulon de 12, etc. On va expliquer comment ça fonctionne avec les pressions, etc. Alors que l'artiste va expliquer ça avec les émotions. Et les émotions sont très importantes parce que ce qui nous fait rêver et ce qui nous fait notre motivation, la vraie motivation, c'est la racine de émover, et qui est l'émotion. Voilà, ça c'est l'émotion. Donc, si on veut vraiment avancer dans la vie, si on veut correspondre au sens qu'on a dans la vie, si on veut être aligné ou congruent par rapport à son soi-même, eh bien, il faut faire attention, il faut faire confiance à ses émotions. Moi, par exemple, j'ai des émotions qui étaient liées à l'aviation quand j'étais petit. Bon, je suis resté dans l'aviation et je suis bien avec moi-même. Je suis bien dans un avion, je suis bien dans un aéroport, je suis bien, dans un vaisseau spatial. Dans un vaisseau spatial, oui. Mais vous en avez des émotions, en fait. C'est juste que les astronautes, votre entraînement fait qu'il faut être si performant, si pertinent. Mais en réalité, vous aussi, vous les avez, ces émotions-là, tous ces outils. Oui. Pour voir le monde avec ces yeux-là. Moi, j'ai un autre souvenir dans la navette spatiale. Donc, j'ai fait un vol qui était très court, 5 jours, et il fallait qu'on lance un grand télescope qui faisait 20 tonnes, qui va chercher les images des trous noirs dans les rayons X. Et donc, j'avais travaillé à fond. Non, mais cette phrase est dingue quand même, on est d'accord. Comment? On doit lancer un télescope spatial de 20 tonnes qui va regarder les trous noirs en rayons X. Ouais. Bah oui, tout le monde fait ça. Non, mais vous faites ça au quotidien, on est d'accord. C'était mon travail quand j'étais à la NASA. Et donc, on avait travaillé fort. Et puis, juste après ce vol, il fallait que je fasse l'expérience sur comment les cellules se répartissaient en apesanteur après leur naissance dans l'espace. Et bon, j'étais constamment la tête dans le guidon. J'avais pas eu le temps de regarder beaucoup par la fenêtre. Et mon commandant de bord, qui était la première femme commandant de bord d'une navette, qui était Aline Collins, me dit: Michel, j'ai besoin de toi là-haut pour que tu vois, etc. Et puis je monte avec elle parce que la navette a deux ponts. Il y a le pont supérieur, le pont inférieur. Je vais dans le pont supérieur avec elle. Très bien. Elle éteint les lumières. Qu'est-ce qui va se passer là? Et puis là, elle me dit: écarte les bras, mets-toi les jambes fermées, écarte les bras. Alors je fais comme elle dit, j'écoutais, c'est le commandant de bord. Et effectivement, en éteignant la lumière, et comme la navette tourne sur le dos comme ça, donc j'étais en train de voler sur la Terre de nuit. J'avais l'impression de voler en faisant abstraction du vaisseau spatial. Alors ça, c'était encore un sentiment extraordinaire. Et donc même les gens très très rigides, enfin très, comme on dit, qui sont très dans le détail de la procédure, peuvent parfois lâcher prise. Bien sûr. Et ce lâcher prise est important pour nous tous. C'est-à-dire que tous les jours, on doit lâcher prise, on doit savoir lâcher prise, pleurer. Moi, je pleure devant les films. J'ai vu ce film hier soir sur TF1, série sur cette femme qui est achetée par un homme pour faire une nuit d'amour. Bon, c'est un film qui se termine bien. Bon, on pleure dans ce film-là. Mais moi, je pleure beaucoup dans les films. Et l'avantage de pleurer au sol, c'est que les larmes tombent dans l'espace, c'est pas. On peut les rattraper, les mettre dans sa poche. Mais pleurer pour un film, c'est bien. Moi, j'ai pas honte de dire, je suis pilote de chasse, mais je pleure pendant certains films. Beaucoup de films, je pleure d'ailleurs. Avant, je me cachais, maintenant, je me cache plus. Non, mais tout ce que tu as vécu aussi à ce moment-là, tu vois, quand tu vois la Terre comme ça, depuis là-haut, c'est tellement. Alors c'est marrant parce que la Terre, on la voit un peu comme ça sur cette photo parce que finalement, quand il fait beau sur Terre, on voit le ciel bleu sur du fond bleu. Donc, il n'y a pas de contraste. On voit du bleu sur du bleu. Par contre, quand on est au-dessus, effectivement, on voit la Terre qui est bleue. Et noir. Mais le reste est noir. Oui. Donc, le noir est fait pour mettre en relief ce bleu. Et donc, ce bleu est un peu comme dans un écrin qui est noir. Surtout le noir sidéral, c'est un noir qui est légèrement satiné tout en étant brillant et tout en ayant des facettes de noir. Et c'est vrai que quand on regarde le spectacle de la Terre vu de là-haut, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que les extraterrestres, si un jour ils nous voient, ils vont accourir ici. Beau. Et puis tu vois, il y a quelque chose où je crois que la notion de frontière, est un peu abolie, non ? Oui. Quand on est là-haut. Oui. Tout d'un coup, on est tous passagers actifs de ce vaisseau-là, on est tous danseurs de cette planète-là. Ça, c'est la chose qu'on dit tous, c'est que quand on apprend la géographie, on
on apprend les terrains avec les pays, avec les lignes noires qui délimitent les pays. Et lorsqu'on est là-haut, ces lignes disparaissent. Par contre, il y a une ligne noire qui est la ligne noire entre la Terre et l'atmosphère, enfin l'atmosphère. Et quand on monte dans le ciel, eh bien le ciel s'obscurcit. Ceux qui ont fait du Concorde, peut-être ici, ou du Mirage 4 comme moi, montent très très haut. Donc le ciel devient bleu marine, bleu foncé, violet. À un moment donné, c'est noir. Et c'est un noir qui fait peur parce que c'est un noir dangereux. Dans l'espace, sans scaphandre, on va mourir en 2 minutes parce que le sang va partir en ébullition à cause du 0G, enfin à cause de la zéro pression. Et on voit cette frontière. Donc quand on est là-haut, on doit s'entretenir, on doit s'entraider. Et c'est pour ça que dans la station spatiale aujourd'hui cohabitent Américains, Européens, Japonais, Canadiens, Russes et Ukrainiens. Tout le monde vole ensemble. C'est un peu. Et on doit se protéger. Une petite métaphore de cet autre vaisseau qui est le nôtre à tous, en fait. Vous êtes vous-même dans un vaisseau en regardant notre vaisseau. Peut-être qu'on a envie, je sais pas, je te pose la question, mais quand on rentre, est-ce qu'on n'a pas encore plus envie de le protéger, ce vaisseau-là? Alors c'est ce qu'on fait parce qu'on essaye de le protéger par une association qu'on appelle l'association des Space Explorers. Donc tous les astronautes, et cosmonautes, et taïkonautes, et vaimonautes du monde entier se réunissent tous les ans. L'année dernière, c'était en Turquie. L'année prochaine, ce sera en Hollande. Et on va discuter d'abord sur la science, les progrès de la science sur le futur. Après, on va parler des vols qui sont passés l'année passée. On va parler des vols futurs. Donc, il y a 3 jours. Il y a une journée dans les écoles. On va partir par deux astronautes pour parler dans les écoles pour motiver les écoliers. Et puis, il y a une journée sur les associations. Donc, on fait ça tous les ans. Alors, j'ai une dernière question pour vous avant de prendre les questions de la salle. Alors, préparez-les. Voilà, préparez-vous à prendre la parole. Est-ce que le travail d'artiste comme Jeanne, par exemple, pourrait s'inscrire dans un parcours de formation d'astronaute? Alors, je trouve que c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que l'entraînement d'un astronaute, c'est 70 heures par semaine sur 3 ans, non-stop. Donc moi, quand j'étais à l'entraînement de cosmonaute, je faisais un entraînement qu'on appelait le tabouret tournant. Donc c'est un tabouret qui tourne comme ça, et on descend le tronc et on ramène pour augmenter le mal de l'espace. Donc on s'entraînait, c'était assez douloureux. C'est horrible. Et je me suis dit, c'est de la torture, en fait. C'est un peu il fallait le faire. Donc c'était 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. Donc j'étais pas très bien, j'étais blanc comme tout après. Mais après je me suis habitué. Finalement on s'habitue à tout. Mais je me suis dit que certainement avec des techniques de respiration comme le yoga était très très bien. Alors j'ai demandé à ce qu'il y ait un prof de yoga, mais les Russes ont dit non, on n'a pas le temps. Le yoga, ça va prendre du temps. Tu peux le faire chez toi le samedi ou le dimanche, mais dans la semaine on pourra pas le faire parce qu'on a vraiment pas le temps. Donc c'est une question de timing. Maintenant la danse, comme tous les arts, comme la musique, c'est important. D'ailleurs dans l'espace, certains ont amené des instruments de musique. Jean-Luc Chrétien a amené un petit orgue. Thomas Pesquet a amené le saxophone. Chris Hadfield a fait, avec sa guitare, a refait le clip d'une chanson de David Bowie qui est sur YouTube, magnifique, qui est filmé dans la station. Space Oddity. Oddity. Une chanson très dure à chanter d'ailleurs. Oui. Et donc il y a beaucoup de chanteurs qui vont, ou de musiciens ou d'artistes. Chez les Russes, il y avait 2 artistes peintres qui sont Gianni Bekov, qui fait beaucoup de peinture, et Leonov qui fait beaucoup de peinture aussi. Donc il y a beaucoup d'émotions qui dépendent de ces vols-là, bien sûr. Et peut-être que simplement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être dans l'entraînement, on n'a pas le temps d'y penser, d'en parler, surtout de s'entraîner à ça, mais le moment où ta commandante de bord a éteint les lumières, voilà, peut-être s'octroyer ces petits moments d'émotion, c'est déjà énorme en fait, je crois. Et c'est important. C'est très important. Merci Michel, merci Jeanne. Merci Florence. Merci aux experts. Merci à Florence. Oui, merci Florence.